Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, deuxième webinaire de veille technologique cette année, donc proposé par notre service intelligence économique, donc AIPC. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous tenions à vous remercier de votre fidélité et également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Alors, sachez que nous proposons un certain nombre de webinaires de veille technologique chaque année sur des thématiques vraiment très variées. Et si vous êtes intéressé par les plastiques recyclés, les réglementations et la mise en œuvre de ces plastiques recyclés, sachez que le 27 juin prochain à 16 heures, nous vous donnerons à nouveau rendez-vous pour une veille technologique. Alors, pour être informé de tout ça, évidemment, je vous invite à vous inscrire à notre webzine si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous recevrez également nos diverses actualités pour rester informé voilà, de tous les webinaires qu'on met en place et tous les événements qui sont mis en place un petit peu partout en France. La veille d'aujourd'hui, donc le rapport sera disponible prochainement sur votre plateforme Polymédia, plateforme de veille des PC. Et vous pouvez également télécharger la présentation d'aujourd'hui dans la partie documents à télécharger. Donc moi, j'en ai fini par rapport à cette petite introduction. On va tout de suite retrouver Guillaume Pasquier, donc de l'équipe intelligence économique, qui a réalisé pour vous cette étude de veille complète sur les emballages cosmétiques et pharmaceutiques. Et voilà, donc je vais te laisser la parole, Guillaume. Merci, merci à vous et bon webinaire. Merci Frédéric et merci à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va traiter des emballages cosmétiques et pharmaceutiques et notamment voir comment les innovations qu'on voit passer sur notre plateforme de veille Polymédia, comment elles aident à répondre aux exigences de ces secteurs. Alors on va aborder dans un premier temps plus une partie relative à la cosmétique et puis dans un second temps tout ce qui concerne les sujets pharmaceutiques. Et dans chacune de ces deux parties, on aura des éléments un peu généraux sur ces deux filières avant de rentrer un peu plus précisément sur la question des emballages. Alors, je vais tout d'abord préciser que on va se concentrer dans ce travail sur les emballages primaires, qui concentrent à la fois les enjeux réglementaires et les enjeux technologiques, et qui sont les emballages en contact direct avec le produit, et qu'on distingue traditionnellement des emballages secondaires et des emballages tertiaires qui rajoutent un conditionnement supplémentaire pour le transport notamment des produits. Alors on va commencer tout de suite avec la partie cosmétique et quelques chiffres clés en France. Le secteur représente 30 milliards de chiffre d'affaires en France, donc soit 15% de part de marché. Si on regarde aussi les échanges annuels en termes d'import et d'exportation, la cosmétique représente le deuxième secteur excédentaire au niveau français, avec 21 milliards d'euros à l'exportation réalisés ces dernières années, ce qui représente un peu plus de 60% du chiffre d'affaires de nos entreprises à l'export. Et les principales destinations sont l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, même si l'on va voir par la suite que d'autres marchés prendront le relais probablement ces prochaines années. Si l'on s'intéresse à la structure du secteur, donc le nombre de salariés et d'établissements, eh bien, la tendance est globalement à la hausse sur ces deux indicateurs, avec des entreprises et des salariés qui sont quand même principalement situés en région parisienne pour le nombre de salariés. Et en ce qui concerne le nombre d'établissements, on va retrouver aussi une forte concentration dans le grand sud-est de la France. Quelques chiffres clés également en termes de marché. Le marché principal sont les soins de la peau. Donc c'est un travail ici réalisé par L'Oréal que vous pourrez retrouver. Ça s'explique par deux facteurs structurels, l'utilisation des produits dermocosmétiques. Un premier facteur qui sont les pathologies cutanées qui touchent plus d'une personne sur 4 dans le monde. Donc ça comprend le vieillissement, le changement climatique ou des facteurs de stress qui contribuent à cette augmentation. Et en second lieu, on va trouver l'essor des procédures esthétiques qui s'accompagnent souvent d'un recours à des produits dermocosmétiques
qui sont prescrits par les dermatologues. Donc ça explique un peu l'essor de ce domaine-là. En ce qui concerne les canaux d'achat, de diffusion, même si le numérique a aujourd'hui un essor assez important, les grandes et moyennes surfaces, la cosmétique de masse, représente encore la majorité des canaux de diffusion. Si l'on s'intéresse aux principaux marchés géographiques, alors on prend l'exemple de L'Oréal ici, il ne sera pas représentatif pour toutes les entreprises du secteur, mais il peut être assez représentatif quand même au global. Les principaux marchés vont être l'Amérique du Nord, l'Asie du Nord et l'Europe, qui sont vraiment les marchés principaux. Mais on estime que le marché de la beauté devrait augmenter d'environ 600 millions de nouveaux consommateurs dans les classes moyennes et aisées à travers le monde, et en particulier dans les régions Afrique et Asie du Sud, qui sont les plus peuplées du monde, avec 3,5 milliards d'habitants. Donc avec probablement des opportunités nombreuses. Et dans les marchés matures, c'est plus la génération des boomers qui représente environ 20% de la population, qui est en plein essor et soutient la montée en gamme du marché. Alors, on va regarder un peu en un clin d'œil les différentes composantes du secteur à travers les dimensions politiques, économiques, sociétales, technologiques et législatives. Alors, pour synthétiser, au niveau politique, c'est plutôt un impact négatif avec des barrières douanières qui représentent aujourd'hui des freins. Au niveau économique, il y a une demande qui est maintenue, c'est un secteur très résilient malgré le ralentissement économique et malgré la crise Covid-19 qui a entraîné une chute des voyages touristiques, de la distanciation sociale et des risques sur la chaîne de valeur. Donc ça, c'était très propre aussi au marché cosmétique qui était très dépendant des contacts sociaux entre les individus et des voyages touristiques qui génèrent beaucoup de demandes dans le secteur cosmétique. Au niveau sociétal, le développement de la classe moyenne et le vieillissement de la population sont aussi des atouts pour le secteur cosmétique, ainsi que les tendances autour de la naturalité. Au niveau technologique, on le verra tout à l'heure, des nouveaux potentiels principalement créés par le numérique. Au niveau écologique, le durable, bien sûr, on va passer un peu de temps dessus, et des critères écologiques qui rentrent vraiment en compte toujours plus dans ce milieu-là. Et au niveau législatif, des allégations qui sont encadrées pour la publicité et un cadre plus strict pour les ingrédients ou tests sur animaux. Donc, c'est un impact négatif pour la filière, même si c'est en effet souhaitable, bien sûr, dans le domaine. Pour la digitalisation, qui est un secteur, enfin une tendance assez forte, on remarque 7% de croissance mondiale des ventes de cosmétiques en ligne, et donc 27% qui est le poids du e-commerce dans les marchés de la beauté contre 25% en 2021. Alors ça comprend notamment ce qu'on appelle le social commerce ou le marketing d'influence qui repose sur des influenceurs. Et donc ça, c'est en train de rentrer à concurrence et quasiment de dépasser les canaux de e-commerce traditionnels. Et enfin, la digitalisation, c'est aussi tout ce qui est gamification et métaverse. Et donc ça touche principalement les générations Y et Z. Et donc on peut observer des tendances associées à la cosmétique, mais dans un univers numérique, virtuel, et ça permet aussi d'observer certaines tendances. Un point maintenant sur la personnalisation, qui est aussi un des enjeux clés du secteur, et notamment en lien avec la fabrication additive. C'est par exemple le cas de ce packaging de Viktor & Rolf, qui est une célèbre maison de mode et de parfum. Et la fabrication a été réalisée en collaboration avec L'Oréal et AirPro, avec les machines impression de 3D carbone. Donc ça a permis de fabriquer quelques unités de ce packaging un peu innovant. C'est également le cas de Cosmogen, avec cette fois-ci l'impression 3D métal pour imaginer des applicateurs de crème avec des géométries plus complexes et différentes. Ou encore, c'est le cas de cette start-up japonaise, Mamea, qui utilise, grâce à l'impression 3D,
et 4 matériaux, eh bien, ce type de packaging, voilà, dans lequel on rajoute une pipette en verre et qui rend le packaging entièrement recyclable. La personnalisation, elle se fait via la beauté connectée, également ce qu'on appelle la beauté connectée. C'est l'essayage virtuel des produits de beauté. Donc ça, par exemple, ce sont les filtres de maquillage interactifs et digitaux qu'on retrouve sur Snapchat, Instagram. Donc ça, c'est poussé par les grandes marques comme L'Oréal. L'élaboration de produits sur mesure. Donc c'est le cas de l'appareil connecté Perso qui crée du rouge à lèvres sur mesure. Et les outils de diagnostic de la peau et de conseil. Et donc là, il y a des technologies développées par L'Oréal en 2019 ou encore Neutrogena Skin 360, et donc des outils qui font des recommandations personnalisées et des routines de soins. Au niveau des emballages, l'interaction, la connexion, elle va se faire via des QR codes, les tags NFC, le Bluetooth ou la réalité augmentée qui va proposer des expériences singulières aux consommateurs. Alors, puisqu'on parle un peu des emballages, en termes de matériaux utilisés, effectivement, les plastiques représentent 51% du tonnage mis sur le marché, avec 53 000 tonnes d'emballage plastique mis sur le marché en France. Et ça représente 5% des emballages ménagers plastiques. Alors, sur notre plateforme de veille, on voit ce type d'actualité un peu défiler. Gillette qui supprime les emballages plastiques, l'Occitane qui met des fontaines en vrac dans ses magasins. Et tout ça, bien sûr, c'est significatif d'enjeux écologiques autour des emballages cosmétiques. Et c'est un peu là-dessus qu'on va se concentrer désormais. Alors tout d'abord, ces enjeux, il faut dire qu'ils sont poussés par une réglementation qui s'appelle notamment au niveau français la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation. Et donc, il y a notamment sortir du plastique jetable avec le fameux décret 3R, hein, réduire, recycler et réemployer, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage pour le réemploi solidaire et enfin tout ce qui est relatif à l'obsolescence programmée et au mieux produire. Donc toutes ces dispositions contenues dedans sont des facteurs vraiment qui vont influencer toutes les filières et notamment la filière cosmétique. Et ça, c'est à articuler avec un règlement européen qui s'appelle le PPWR, dont on parle beaucoup aussi sur notre plateforme de veille. Le PPWR, c'est une législation conçue pour harmoniser la gestion des emballages à l'échelle européenne et améliorer le traitement des déchets d'emballage dans tous les États membres. Donc ça reprend également la fin des emballages à usage unique et une responsabilité accrue des producteurs. Pour aller plus loin, on a des éléments bien sûr sur notre plateforme de veille, mais également sur le blog IPC, vous avez notre service juridique qui décrypte un peu l'articulation entre ces deux textes, l'un au niveau français, l'autre au niveau européen. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et donc la filière, elle, s'est organisée avec un ambitieux plan, notamment porté par la Fédération des entreprises de la beauté, FEBA, et s'organise autour des 4 R. Alors le réemploi, qu'on a déjà vu, le recyclage, donc avec un objectif de 100% des emballages plastiques, un objectif de réduction des plastiques utilisés, alors que ce soit par de l'éco-conception, donc réduire la quantité de plastique, ou que ce soit par des matériaux substituables. Et enfin, le 4e R, qui est la réintégration, la réincorporation de plastique d'origine recyclée dans les nouveaux emballages. Vous trouverez également un peu plus en détail, selon l'élément de l'emballage et selon le R dans lequel on se trouve, eh bien, le type de propositions qui sont poussées par la FEBA notamment. On va prendre un exemple tout de suite, la stratégie de L'Oréal, qui illustre au final très bien la diversité des problématiques qu'on vient un peu d'évoquer. Depuis longtemps, L'Oréal a dans sa feuille de route 3 points qui regroupent quand même un peu une bonne partie des problématiques. Tout d'abord, respecter la sécurité du consommateur.
qui implique 100% de plastique de qualité alimentaire dans les packaging et 0 PVC dans les emballages. On verra tout à l'heure que ça pose certains soucis d'ailleurs dans l'industrie cosmétique, dans l'industrie pharmaceutique, pardon. Le deuxième axe, il porte sur la réduction du poids, des dimensions, et également favoriser les systèmes de recharge sur lesquels on va se concentrer aussi juste après. Et un troisième point qui est plutôt sur de la substitution avec les recyclés post-consommation et les matériaux renouvelables comme les plastiques biosourcés. Tout ça se traduit, et on le voit sur notre plateforme de veille, par de nombreux partenariats que L'Oréal met en place avec Carbios ou PureCycle pour justement développer les processus de recyclage et qui permettent de rentrer dans ces différents objectifs. Donc il y a une réalité industrielle très traduisible et qu'on voit jour après jour apparaître dans les actualités. On le voit aussi dans le discours de certains articles qu'on trouve, notamment le cas d'Yves Rocher. On voit des termes comme éco-recharge ou produits solides. On parle également de consignes pour les packs en verre. Donc tous ces termes-là ont vraiment un sens au niveau industriel et on va l'illustrer tout de suite avec ces différentes catégories. Premier point, les matériaux de substitution au plastique. Donc on va parler des matériaux alternatifs comme le papier, l'aluminium, le verre, le carton. Voilà, on va passer rapidement sur ces deux exemples-là, mais on va avoir l'aluminium recyclé de Nussbaum pour des boîtes pliantes de papier, des sachets ou des éco-recharges. Ou du côté de chez Chanel, on va trouver 31 le rouge, qui est un rouge à lèvres qui n'intègre pas de plastique. Donc c'est un étui en verre et un mécanisme en métal. Et ça a tout de même pris 4 ans à L'Oréal, à Chanel, pardon, pour développer ce produit. Mais ça nous semble plus intéressant d'insister un peu plus aussi sur ce qui arrive au niveau notamment de la cellulose. On voit des acteurs comme Stora Enso qui développent ce type de packaging avec 85% de fibres issues de pâte à papier. C'est également le cas dans le cadre du consortium Pulp in Action, qui lui vise par l'innovation collaborative à développer des emballages en plastique, des emballages par des équivalents qui contiennent au moins 85% de papier de carton. Comme autre exemple, il y a L'Oréal qui a 4 anciens salariés de L'Oréal qui ont lancé Seed Phytonutrients, qui justement s'appuie sur ce type de technologie. Et donc ça, entre les métiers de la plasturgie et tout ce qui est cellulose, carton, papeterie, il y a un certain nombre de rapprochements qui sont faits ces derniers temps et qu'on voit apparaître là également sur notre plateforme. Un des autres leviers d'action, c'est tout ce qui est monomatière, utiliser un seul matériau pour faciliter le recyclage. Donc c'est ce type derrière de projet, des pompes par exemple, présentées par TKPC, qui n'ont pas de composants métalliques et donc qui limitent les réactions chimiques indésirables et qui vont faciliter le recyclage et le tri. Et c'est également le cas par exemple de Quadpack qui a lancé un tube à rouge à lèvres monomatière, donc PET ou RPET, Quadpack qu'on retrouve à de nombreuses reprises sur la plateforme de veille. Concernant les bioplastiques, alors il y a peut-être un peu plus d'enjeux, notamment car l'impact sur le cycle de vie du produit dépend de sa capacité à être recyclé, dépend de sa capacité de biodégradation et de compostabilité, et de préférence, bien sûr, que ces produits soient issus d'une industrie déjà existante. Donc c'est le cas, par exemple, dans le type d'éléments qui peuvent être faits de cette façon. La collaboration avec 6G Biomaterials, qui a utilisé un mélange PLA-PHA pour remplacer les bouchages en ABS. Donc ça, c'est un exemple. Mais les bioplastiques peuvent présenter aussi des enjeux, notamment au niveau des propriétés barrières, de la transparence, de la scellabilité, de l'innocuité. Et donc là, c'est le cas du projet REACT, qui a notamment été mené par IPC et qui a conduit à développer des emballages
avec des propriétés barrières, tout en étant recyclable et ou compostable. Donc il y a eu déjà quelques résultats intéressants de ce côté et du côté de ce projet-là. Donc voilà deux illustrations très concrètes sur les bioplastiques. Maintenant, les éco-recharges. Alors les éco-recharges qui prennent aussi, c'est vraiment un sujet qui est plus seulement émergent et qui commence à être bien répandu. Donc on peut trouver les éco-recharges liquides ou des éco-recharges solides qui se présentent sous forme un peu de galets, de comprimés, qu'on va ensuite diluer avec de l'eau pour reconstituer le produit. Et donc on va avoir deux exemples du côté de la marque Avril. Un premier exemple sur sa gamme d'eau micellaire. Donc là, on est sur des recharges solides avec une réduction de 81% du poids de sa gamme, 45 tonnes d'eau économisée chaque année et également, du coup, un impact positif lorsqu'il s'agit de faire la déclaration auprès de Citeo. L'autre exemple, c'est sur des recharges des poudres, blush et fards à paupières. Et là aussi, des résultats intéressants avec 13% du poids en moins. Il y a eu aussi quelques acteurs qui n'existaient pas avant, qui sont nés grâce à cette tendance. Donc c'est le cas de Unbottled, qui fait du zéro carton, du zéro plastique, pardon. Donc les emballages sont constitués en carton. 2 boutiques ouvertes à Paris et 5 autres qui vont ouvrir ailleurs en France. Et des marques assez précurseurs, parce que les gros acteurs ont emboîté le pas par rapport à ces acteurs un peu précurseurs comme l'Amazona ou 900 Care. Ce sujet-là crée de la controverse. C'est un article de 60 millions de consommateurs qui finalement dit que ces éco-recharges sont discutables quant à leur caractère écologique et économique. Au niveau écologique, les recharges sont parfois envoyées dans des packaging et dans des emballages qui ne sont pas toujours recyclables. Donc là, c'est vrai qu'on peut voir des pistes d'amélioration là-dessus en termes d'écologie. Et au niveau économique également, le prix serait souvent désavantageux pour le consommateur. Alors, pas sur tous les produits, mais dans un certain nombre de cas, eh bien, ça revient quand même plus cher pour le consommateur. Donc, vraiment une tendance à suivre et là encore, des éléments à voir sur notre plateforme. Pour le réemploi, deux éléments à mentionner principalement. Le premier, c'est un objectif pilote qui est coordonné notamment par L'Oréal, par Chanel et Sephora. Et le but, c'est de créer un projet pour la consigne. Et notamment, ce projet-là devrait aboutir en fin d'année 2024. Les autres expérimentations qui existent, elles sont portées par Cosmebio avec le Cosmen Pack. Et le Cosmen Pack, en fait, il va regrouper la consigne, le lavage, le réemploi des emballages cosmétiques à grande échelle, notamment parce qu'il y a un peu un vide réglementaire sur ce sujet. Et donc, le projet va donner lieu aussi à des analyses de cycle de vie, voire à des projets normatifs sur ces aspects-là. Donc, un projet bien évidemment à suivre. Et on peut aussi parler de IBO Cosmétiques, qui a créé une filiale dédiée au lavage et au reconditionnement des contenants. Passons maintenant à un point important qui fera d'ailleurs l'objet du prochain webinaire, mais il est important de le mentionner dans l'industrie cosmétique, l'intégration de matières d'origine recyclée. Principalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le guide, un guide fait justement par la Fédération des entreprises de la beauté, la FEBA, en collaboration avec les autres grands laboratoires, qui va donner des repères aux professionnels qui souhaitent intégrer tout le plastique recyclé dans les emballages cosmétiques. Alors jusqu'à présent, il y a une réglementation européenne, bien sûr, pour les industries de la cosmétique, et il y a aussi les orientations de Cosmetic Europe en 2019. Seulement, il n'y a pas réellement d'éléments qui sont spécifiques aux emballages dans ces documents. Et donc, dans un contexte où on va intégrer de plus en plus de matières d'origine recyclée, eh bien, la fédération a pris les devants sur ce sujet
Et c'est ce qu'on va retrouver en Allemagne sous le nom de COSPA-TOX. Donc c'est un peu la même chose, un guide dédié entièrement à ce sujet. On va décrypter un peu les 3 parties de ce guide avec, dans un premier temps, des généralités sur le cadre réglementaire, sur ce sujet-là. Un deuxième point sur l'évaluation des matériaux en plastique recyclés, car finalement, les entreprises ont la responsabilité derrière de ce qu'elles mettent sur le marché et toute une batterie de tests est nécessaire. Et le troisième bloc de ce guide, c'est de vérifier le contrôle, la stabilité des procédés de recyclage qui sont utilisés pour ça. Alors, le premier point, c'est tout d'abord qu'il y a le règlement REACH qui impose des obligations tout au long de la chaîne d'approvisionnement sur les emballages. La spécificité, c'est que pour les plastiques recyclés, les recycleurs en Europe sont exemptés de cette obligation dans la mesure où un enregistrement aurait déjà été fait par un autre acteur de la filière. Donc ça, c'est un premier point à préciser sur REACH. Le deuxième point, c'est que la loi AGEC alerte également sur la présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets et sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Et donc, l'ANSES sera amené à identifier ces substances et à définir celles qui devront faire l'objet d'une déclaration. Et enfin, le dernier point un peu à aborder là-dessus, c'est que ce qui fait un peu foi dans la cosmétique, c'est la réglementation, le cadre réglementaire destiné au plastique recyclé au contact des aliments. Donc, dans ce cadre-là, ce qui importe, c'est le tri et la décontamination pour répondre aux exigences, 2 technologies approuvées, une technologie de recyclage en boucle fermée, d'une part, et d'autre part, le recyclage mécanique du RPET. Pour les technologies qui ne sont pas reconnues, eh bien, il y a la possibilité de faire l'objet d'une demande d'autorisation et la possibilité d'envoyer toute une série de rapports d'analyse. Et cette procédure d'évaluation prend au minimum 2 ans. Donc voilà, ça c'est à avoir en tête aussi. Mais des sujets qui sont sûrement plus détaillés lors du prochain webinaire. Vous trouverez aussi dans le rapport d'ailleurs une comparaison entre les réglementations en vigueur dans l'Union européenne et aux États-Unis. Maintenant, les facteurs qui interviennent sur la qualité et la composition des matières premières à recycler sont aussi définis dans ce guide. La nature de la résine considérée, le type de produit conditionné dans les emballages. Un autre point très intéressant, le pays d'origine et sa politique de collecte, le mode de collecte justement de la matière à recycler, la filière d'origine, emballage ménager ou d'autres secteurs, et enfin la présence de vernis, encre, colle et additifs. Donc voilà sur ce premier cadre qui est fixé par ce rapport que je vous invite aussi à creuser. Le deuxième bloc va concerner l'évaluation des matériaux plastiques recyclés pour les appliquer aux emballages cosmétiques. Donc tout ça dépend bien sûr de la qualité de la matière première à recycler, de l'efficience du tri et des procédés de décontamination. Donc là encore, plusieurs facteurs sont exposés, comme les populations visées, la quantité et la fréquence des applications, les zones d'application, ou encore les caractéristiques de la formule. Dans ce cas-là, on sera soit dans l'évaluation d'un matériau recyclé qui est apte au contact alimentaire, pour l'usage cosmétique, soit non apte au contact alimentaire. Et donc, ce rapport fournit tout un tas de recommandations, disons, pour définir des démarches d'évaluation, de quantification. Donc, c'est très intéressant à lire.
Et on voit d'ailleurs que des entreprises voilà, mettent en place elles-mêmes ce type d'évaluation. Le cas d'Aptar, hein, lorsque la compatibilité alimentaire n'est pas disponible, nous vérifions la traçabilité, nous faisons une évaluation de la toxicologie et de la compatibilité avec les applications beauté. Donc ça illustre bien cette adaptation parfois que les entreprises doivent faire. Le troisième bloc et dernier bloc, ce sont les méthodes pour contrôler la stabilité du procédé de recyclage. Et donc dans ce cas-là, c'est principalement soit une méthode de contrôle analytique qui est facile à mettre en œuvre mais qui ne va pas rechercher tous les contaminants, ou la méthode fingerprint qui est validée quand même dans la revue, dans le domaine scientifique, et qui, elle, va chercher un ensemble plus exhaustif de contaminants. Et donc là, pareil, vous pouvez vous référer à ce document très riche pour creuser un peu tous ces sujets. Justement, on parlait un peu de migration dans le cadre de cette thématique. Et là, ce qu'on peut mettre en avant, c'est Cosmetopac, qui est un consortium qui a mis en œuvre un outil. Alors, pourquoi mettre en œuvre un outil? Il y a bien la réglementation européenne relative aux cosmétiques, où les industriels prennent leurs responsabilités quant aux matériaux qui composent les emballages, et notamment les plus à risque. Et donc, comme on le disait, jusqu'à présent, les normes alimentaires faisaient référence, mais elles ne sont pas toujours pertinentes pour les cosmétiques, car les formules sont parfois complexes et les temps d'exposition et de stockage sont plus importants. Donc ce logiciel, qui s'appelle SafePack, c'est un logiciel de prédiction des propriétés physico-chimiques et toxicologiques des substances et s'appuie sur 4 bases de données. On trouve d'ailleurs dans ce consortium voilà, de nombreux gros acteurs des emballages et de nombreux laboratoires cosmétiques. On trouve également des acteurs comme Polyméris, Polyvia ou des universités comme Lyon 1. Et enfin, un dernier point sur cette partie-là, c'est une préoccupation sur l'éventuel manque de plastique recyclé. Car effectivement, tout ça se concentre sur un nombre restreint de matériaux, donc principalement le PET et le PEHD. On rajoute à cela le coût croissant de l'énergie, et ce qui est suggéré, c'est justement de diversifier les filières de recyclage avec des recycleurs sur d'autres matières. Dernier bloc à aborder sur la partie cosmétique, la partie recyclabilité et recyclage. Deux choses à mettre en avant principalement, même s'il y en a d'autres, mais il faut choisir. Carbios et L'Oréal, qui ont lancé un premier flacon cosmétique recyclé enzymatiquement au monde. Donc ça, c'est la technologie de Carbios, sur laquelle L'Oréal travaille aussi depuis 2017. Et les deux entreprises ont récemment été récompensées par la fondation Solar Impulse au premier World Alliance Summit. Une autre initiative, c'est de nouveau la FEBEA et Citeo qui ont élaboré un guide de pratique qui sont basés sur 7 exemples précis, ou contre-exemples devrait-on dire, sur les emballages non recyclables et qui sont censés également favoriser la circularité et la recyclabilité des emballages cosmétiques. En synthèse de cette partie, les moteurs reposent sur les attentes de consommateurs. Elle repose également sur l'AGEC et le PPWR qui vont contraindre juridiquement la mise en place de toutes ces tendances. De nombreux enjeux se posent, la disponibilité des matières, on vient de le dire, le business model aussi face aux éco-recharges, le développement de filières de recyclage et la disponibilité des procédés de recyclage. Sur le domaine pharmaceutique, qui est un peu notre second bloc aujourd'hui, de nouveau quelques chiffres clés pour débuter, un contexte. 1200 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, cette fois, 40% des ventes mondiales aux États-Unis et 14% des ventes qui concernent l'oncologie, qui est un secteur, enfin une application très, très croissante. Au niveau de la structure du secteur, on a là encore une augmentation du nombre de salariés,
dont on trouve une bonne partie en région Aura et en région parisienne. Le nombre d'établissements, cependant, lui, est en baisse. Alors, ne vous laissez pas avoir par l'échelle du graphique. On passe de 552 à 497, donc c'est quand même une baisse importante, mais qui est moins importante que ce que laisse envisager le graphique. Pour les chiffres clés, on a frôlé un déficit commercial en 2023 et nos principaux partenaires à l'export sont l'Allemagne, les États-Unis et la Belgique. Et donc, vous avez le lien vers les articles pour en savoir un peu plus sur toutes ces données. Une précision sur la chaîne de valeur de la pharmaceutique qui est quand même particulière, qui intègre de nombreux fournisseurs, dont les emballages primaires et secondaires à l'étape marketing, commercialisation. Ce qu'il faut préciser là, c'est qu'on a en moyenne 12 ans entre la phase de découverte et la phase de commercialisation. Et donc les enjeux sont y compris très forts pour les emballages, pour ne pas passer à côté de 12 ans de recherche sur certains médicaments. Un autre point à relever, c'est un recentrage des investissements sur la médecine de spécialité, que vous voyez ici encadré en jaune. Et donc, ce sont les spécialités, effectivement, qui génèrent le plus d'attention et de dépenses de la part des laboratoires pharmaceutiques. Alors, on va parcourir rapidement les axes de développement de ces laboratoires pharmaceutiques. Le premier point, c'est la sécurisation des approvisionnements. Aujourd'hui, 80% des principes actifs sont produits en Chine. Donc ça résulte d'une vague de délocalisation entre les années 2000 et 2010. Et depuis 2020, on essaie de retrouver une souveraineté sur ce sujet et de relocaliser la fabrication d'ingrédients pharmaactifs. Et donc c'est l'exemple du paracétamol hein, qu'on essaie de relocaliser. Le deuxième point, c'est la concurrence des médicaments génériques et des biosimilaires. Donc, il y a une surveillance des contrefaçons accrue de la part des laboratoires. Les pays émergents, on l'a évoqué tout à l'heure sur la cosmétique, mais pour la pharma, c'est également le cas, avec des nouvelles usines, des partenariats et des acquisitions. Et depuis 2016, c'est en moyenne 8% par année de croissance. Donc, c'est assez important. Sur tout ce qui est digitalisation et automatisation. On va principalement relever qu'on utilise maintenant l'IA pour créer des nouveaux traitements et puis bien sûr on continue d'automatiser les sites de production. Pour les efforts de R&D, on va se concentrer sur les traitements innovants et la course aux biomédicaments. Donc les biomédicaments, ce sont les médicaments dont la substance active est d'origine biologique. Et enfin, pour l'orientation du portefeuille de médicaments, on l'a vu tout à l'heure, une réorientation vers la médecine de spécialité. En un clin d'œil, ce qui porte le secteur, c'est au niveau politique, le soutien à l'industrie et la politique de santé publique menée en France. Au niveau économique, c'est plutôt un impact négatif avec des prix élevés pour certains traitements et une baisse de pouvoir d'achat. Et deux autres points positifs que je vais mettre en avant, le point au niveau sociétal avec un vieillissement de la population, de nouvelles pathologies et maladies chroniques qui se développent, donc ce qui a plutôt un impact positif pour la pharma. Et au niveau technologique, les avancées thérapeutiques et l'essor des biotech qui portent aussi le secteur. Puis également au niveau législatif, un renforcement de la protection et une accélération de la mise sur le marché. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'explorer ça un peu plus en détail sur les supports. Pour arriver sur les emballages, ce qu'on va distinguer, ce sont des emballages classiques comme les fioles, les flacons. On va avoir des emballages un peu plus de précision, comme les seringues et les ampoules. Et enfin, d'autres emballages qui répondent plus à un critère stérile, comme les sachets ou les tablettes plastiques pour les comprimés, les gélules. Je vais passer rapidement là-dessus. Pour les emballages plastiques, pharmaceutiques en plastique, on va distinguer les contenants, les fermetures et les accessoires qui peuvent composer les différents emballages.
Et pour ce qui est des matières plastiques utilisées, on va distinguer les principaux, hein, donc le polyéthylène qui va être assez polyvalent, notamment utilisé pour contrer les effets négatifs de la présence d'oxygène, donc c'est principalement utilisé pour ça. Le PET qui va permettre de produire des flacons pour accueillir des médicaments liquides notamment. Le PEHD, donc comme son nom l'indique, une densité plus élevée et donc plus de résistance, et donc pour notamment tout ce qui est les problématiques d'humidité, qui va être très pertinent. Et enfin, le polypropylène pour sa robustesse, la résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Donc, je vais rappeler quelques éléments de la loi AGEC, plus spécifiquement pour la filière pharmaceutique, en me concentrant sur ce deuxième point, les nouvelles filières REP, donc responsabilité élargie du producteur, pour les déchets d'emballage industriels et commerciaux, donc qui intègrent les hôpitaux, et également la dispensation à l'unité des médicaments, qui a été testée à partir du 1er janvier 2022, sous certaines conditions bien sûr, et pour éviter le gaspillage. Et bien sûr le fameux décret 3R. Donc justement, pour développer le recyclage des emballages secondaires et également des emballages primaires, on a la filière de recyclage pour le PET et le PEHD qui est relativement mature en France, avec plus de la moitié des emballages pris en charge, mais des déchets d'activités de soins à risque infectieux, qu'on appelle les DASRI, qui sont non pas recyclés, mais incinérés à 800 degrés, pour des raisons qu'on comprend bien sûr, et donc ce qui limite beaucoup le recyclage dans ces établissements. Pour autant, Polyméris est en train de mener une étude pour identifier des gisements potentiels et qui pourraient être recyclables. Et donc, ça va être les emballages de seringues, les bidons de solutions salines, etc. Donc, affaire à suivre sur ce travail-là. Un autre point à mettre en avant, la qualité pour les emballages qui existent au niveau de la réglementation pour les polymères, qui existe au niveau de la phase de production. Et donc là, ce sont des visionneuses automatiques qui vont permettre de contrôler des critères comme l'humidité, la température, la pression, et garantir une bonne production et une bonne sécurité de ces produits. La production en salle blanche, qui elle répond à la dimension stérile de ces produits. Et sur Polymédia, on a régulièrement des actualités de, par exemple, Sudpack Medica qui investit, ou Fevle Tech qui investit à Annecy aussi dans une nouvelle salle blanche. Et enfin, toute une batterie de tests pour contrôler les migrations de substances. Maintenant, comme on l'a fait un peu sur les cosmétiques, quelques exemples, quelques illustrations. Donc pour le monomatière, là aussi, on va trouver des éléments. Donc des comptes-gouttes, par exemple, ou un laminé médical de Compamed qui est entièrement recyclable dans le flux de polyéthylène. Un cas aussi sur lequel c'est intéressant un peu de s'attarder, c'est le cas des blisters. Le cas de blisters qui ne dispose d'aucune filière recyclage. Donc ça comprend du PVC et de l'aluminium, donc aucune filière de recyclage. Et Adelph, qui est l'éco-organisme, a réfléchi depuis 2019 à 3 solutions. Une solution 100% PET, une solution qui associe le polypropylène et ou le polyéthylène, et une troisième solution, aluminium sans composés chlorés. Alors, il faut analyser désormais la compatibilité de ces recommandations avec les recommandations du COTREP. Et un guide d'éco-conception devrait voir le jour en 2024. Donc là encore, restez à l'affût. Et puis nous aussi, on le reste sur Polymédia pour pouvoir le mettre à disposition dès qu'il sort. Quelques exemples de projets sur les blisters. Sanofi, qui a rejoint le Blister Pack Collective et donc qui, là encore, fédère les industries autour de cette problématique du blister.
Techniplex Healthcare, qui a récemment montré son premier film blister en PET, de qualité pharmaceutique et qui contient du contenu recyclé. Donc pas mal d'exemples. Et un dernier, c'est le cas de Sanofi, qui a réduit de 100 à 120 tonnes de plastique par ligne, qui a diminué également de 50% le nombre de palettes, à la fois grâce à des emballages plus compacts, plus petits, et à la fois grâce au choix du carton à la place de blister. Et ça devrait se généraliser à tous les vaccins à horizon 2027, en tout cas chez Sanofi. Pour l'intégration du recyclé, il y a pour l'instant une règle qui est que la législation interdit l'emploi de matières issues de recyclage mécanique dans le domaine de la santé. Cependant, on va trouver sur du PET de qualité vierge le cas de Bormioli Pharma et Loop Industries qui ont proposé une solution d'emballage, ou encore un compte-gouttes doseur qui a été primé à PharmaPack Awards avec 75% de plastique recyclé dans son compte-gouttes doseur. Pour les matériaux alternatifs, on va retrouver bien sûr la thématique de la cellulose qui est émergente et qui prend un peu d'ampleur. Donc c'est le cas de notamment Sanofi qui a rejoint le Bottle Collective et qui s'appuie sur la technologie de Poolpack, qui est une technologie de moulage à sec de cellulose. On va retrouver également des éléments à base de pulpe de cellulose dans ici un auto-injecteur en bas, présenté par Nisha Europe lors du PharmaPack également. Donc pour résumer ce deuxième bloc, en fait on va trouver à peu près les mêmes sujets que pour la cosmétique, à savoir une forte influence de la loi AGEC et du PPWR. On va rajouter quand même toutes les normes spécifiques à la santé qui vont avoir tendance à favoriser le recyclage, la réduction du plastique ou les matériaux de substitution, et qui rend quand même parfois plus complexe à intégrer le réemploi, le recycler, pour des raisons tout simplement, comme on l'a vu, de normes d'innocuité. Les enjeux également parfois se recoupent. On peut rajouter ici notamment des questions de manutention et de transport pour garantir la sécurité des produits, donc, qui vont concerner pour le coup les emballages secondaires ou tertiaires, et la préservation des substances actives, bien sûr, qui sont un peu le cœur de ce secteur, encore plus fortement que celles qui peuvent l'être dans les cosmétiques. Donc voilà, nous en avons fini avec ces deux secteurs, beaucoup d'actualités, beaucoup d'éléments qui passent sur notre plateforme. On vous invite à vous y rendre pour suivre l'actualité de ces deux secteurs-là. Et puis nous vous disons à bientôt pour de nouveaux webinaires et puis pour vous accompagner dans l'utilisation de cette plateforme. Merci à tous. Merci Guillaume pour cette présentation. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, nous vous donnons rendez-vous fin juin pour notre prochain numéro. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet dès ce soir pour vous inscrire à notre newsletter et ainsi recevoir dès demain notre webzine du mois de mai. Merci d'être présent et à très bientôt. Au revoir.